bien bonjour mesdames et messieurs. Alors peut-être que c'est mon titre qui vous a intrigué et vous avez bien lu, oui, je me suis soi-disant réconcilié avec les isekai. Je dis bien soi-disant parce que ces derniers temps, franchement, j'en pouvais plus. Les isekai qui sont tous pareils, sans saveur et qui recyclent les mêmes idées sans rien proposer d'autre de nouveau, ça m'avait saoulé. Et quelque part, j'avais un peu laissé tomber le genre. Mais il y a pas si longtemps, je me suis dit un truc du genre, allez, un petit isekai tranquille, sans prise de tête, juste pour voir. Après tout, on ne sait jamais. Un peu en mode test finalement, sans grande conviction. Et là, je vais pas vous mentir, j'ai regretté. Mais pas d'avoir lancé l'anime. Non, j'ai regretté d'avoir abandonné les isekai. Parce qu'au fond, c'est un univers qui continue de me fasciner, malgré ses clichés, malgré ses répétitions maladroites. Et au fond, je ne dis pas ça parce que c'est l'ivrogne du coin en manque de bouteilles qui en retrouve enfin une. Non, ça m'a vraiment fait un bien fou de regarder cet animé aux allures Monsieur Tout-le-Monde. Et c'est à partir de ce moment-là que je peux le dire, oui, je me suis vraiment réconcilié avec les isekai. Alors, pas avec tous les isekai, qu'on soit bien d'accord, mais laissez-moi vous parler de Tensei Kizoku Kante Skill de Nariagaru. Un anime qui m'a réconcilié avec les isekai et qui m'a fait pleurer. Chapitre 1, c'était quoi? Tensei Kizoku Kante Skill de Nariagaru est à la base un light novel écrit par Mirajin et posté sur le site Shousetsuka ni Naro. Un nom que vous connaissez sûrement, à bien connaître, car beaucoup de personnes passent par ce site pour se faire de la visibilité. C'est un peu le tremplin pour beaucoup d'auteurs qui rêvent de percer dans le milieu. Et comme souvent, avec les succès de ce genre, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. La vie continue et l'expansion du light novel ne cesse de croître. Son adaptation en manga voit le jour en juin 2020, cette fois illustrée par Natsumi Inoue, et ce qui marque un tournant majeur pour l'œuvre. Puis arrive enfin ce que beaucoup attendaient finalement, c'est l'anime sorti en 2024. Et pas qu'un petit projet en douce, non, là c'est vraiment 2 saisons balancées la même année, directement sur le devant de la scène. Clairement, l'univers de Tensei Kizoku n'a jamais été aussi vivant, ça fait plaisir 2 saisons d'un coup. Mais bon, tout ça c'est bien beau, mais ça parle de quoi? Chapitre 2, synopsis. L'anime s'ouvre sur une carte qui semble représenter le continent où vont se dérouler tous les événements à venir. Petit tour d'horizon des différentes régions, leurs noms, leur organisation et un bref rappel du contexte historique. Une sorte de mise au point posée presque solennelle. Puis, sans prévenir, la carte s'efface dans une transition et on est déjà propulsé au cœur de l'histoire. L'ambiance change, on assiste aux funérailles du père des Lovent, une crémation, une cérémonie lourde de silence et de tristesse. Et au milieu de tout ça, on voit les pleurs de notre protagoniste. C'est là que tout commence. Tensei Kizoku, c'est l'histoire d'un salaryman réincarné. Bon oui, encore un, mais attendez, on ne va pas le jeter tout de suite avec les autres. Dans ce monde dont on a pu apercevoir une bribe de tristesse auparavant, Ars Lovent est notre nourrisson dans une famille aristocrate. Bienvenue quelques années avant les faits. Le temps passe et rapidement un souci majeur se fait sentir. Ars est nul à l'épée. Cependant, là où il compense, c'est avec une compétence bien particulière. Une compétence bien à lui, il peut voir les aptitudes et les talents cachés et de possiblement jauger la nature de ces derniers. Dit comme ça n'a pas l'air vraiment hyper intéressant ou hyper impressionnant, mais détrompez-vous. Ce pouvoir, il va le transformer en arme stratégique. Plutôt que de devenir un héros à l'épée, Ars veut s'entourer des meilleurs, des stratèges, des magiciens, des combattants, etc. Bref, les pépites rares. Sauf que bon, il reste un enfant, et enfant ou pas, dans ce monde, faut prouver sa valeur pour être écouté. Et vous vous doutez bien que tout ne va pas se dérouler comme dans un rêve. Entre les jeux de pouvoir, la pression d'un héritage lourd à porter et une guerre qui pourrait bien exploser à tout moment, Ars va devoir apprendre vite, agir juste et surtout faire ses preuves. Est-ce qu'un enfant peut vraiment bâtir une équipe prête à se battre, voire mourir pour lui ?
Chapitre 3. Analyse. Ars, même si jeune et encore en apprentissage, finalement, il va être confronté très rapidement à des situations qui le forceront à grandir. Son pouvoir de perception des aptitudes des autres qui semblait être une simple curiosité au début va prendre tout son sens plus tard. Il n'a pas encore la force physique pour se défendre, mais son esprit et sa capacité de comprendre ceux qui l'entourent vont le propulser sur un chemin semé d'embûches. Il va devoir naviguer dans un monde où chaque décision compte, où les alliances se font et se défont à une vitesse folle. Peu à peu, il commence à s'entourer de personnes exceptionnelles, des individus aux compétences variées, mais chaque rencontre et chaque choix ne sont pas sans risque. Car dans ce monde, rien n'est acquis et chaque erreur peut coûter très cher. Ars, en tant que jeune héritier, va devoir s'adapter rapidement. La vie d'aristocrate n'est pas un long fleuve tranquille, vous vous doutez bien, et les défis qui l'attendent ne manqueront pas de le tester de toutes les manières possibles. Les intrigues politiques, les rivalités et les secrets anciens vont le pousser dans ses retranchements et il devra utiliser tout ce qu'il a appris pour se frayer un chemin dans cet univers complexe. Ce qui est certain, c'est que chaque étape de son voyage sera un véritable test de son courage et de sa capacité à gérer les situations difficiles. Et même s'il n'est encore qu'un enfant, Ars va prouver qu'il a plus d'un tour dans son sac pour s'en sortir. Petit à petit, il se crée une fine équipe, vraiment, pas avec de l'argent ni avec un grand nom, mais en gagnant leur confiance, en les comprenant, en leur donnant une place, alors que le racisme et la vente d'esclaves sont monnaie courante. Et c'est ça qui rend Tensei Kizoku différent des isekai basiques. Et si on ne mise pas sur l'intelligence, mais sur la stratégie. Et c'est vraiment sur ce point que j'aimerais attirer votre attention. Et si on n'a pas de harem ou de pouvoir overcheat, et si on a juste un univers qui est posé au début, très triste d'ailleurs, très révélatrice du monde qui nous entoure, ce qui fait la vraie force de cet animé. C'est pas les gros pouvoirs ou les combats flashy, c'est l'intrigue, les tensions territoriales, les enjeux politiques. Bref, vous l'aurez compris, c'est un isekai différent des autres. Les personnages ont tous un caractère bien affirmé. Ils ne sont pas juste là pour faire joli. Il y a des conflits, des décisions à prendre, des stratégies à mettre en place. Et pour ceux qui ont vu Grand Crest Senki ou Record of Grand Crest War, vous verrez tout de suite la vibe. Ça m'y a directement fait penser, en un peu plus accessible peut-être, un peu moins brutal que Grand Crest Senki quand même, mais avec ce même goût pour les manœuvres politiques, les jeux d'alliance et les confrontations humaines. Bref, je pense que vous commencez à le sentir, on n'est pas juste dans un isekai de plus là, on est dans quelque chose de plus construit, de plus réfléchi et franchement, ça fait du bien. La relation entre Ars et Licia, elle fonctionne vraiment bien. C'est pas juste une amitié d'enfant ou une romance forcée, non, c'est plus profond que ça. On sent qu'ils sont tous les deux marqués par ce monde où tout est dicté par des codes, des règles, des traditions, où dès la naissance, t'es soit destiné à gouverner, soit à te marier pour servir des intérêts politiques. Et dans ce contexte, est-ce qu'on suit les règles? Est-ce qu'on s'adapte? Est-ce qu'on trahit? Ou est-ce qu'on choisit l'union, la confiance malgré tout? Parce qu'au fond, c'est là que se joue toute l'ambiguïté. Trahir ou s'unir, telle est la question. Et vous, si vous étiez à leur place, qu'est-ce que vous feriez? Chapitre 4. Conclusion. Après tout ce que je viens de vous dire, j'espère sincèrement que ça vous aura donné envie de découvrir cet animé ou au moins que vous ayez passé un bon moment en ma compagnie. Tensei Kizoku compte 2 saisons de 12 épisodes disponibles sur Crunchyroll et une 3e saison a déjà été annoncée. Il n'y a plus qu'à patienter finalement. Et si je devais vous laisser sur une dernière chose, ce serait celle-ci. Au fond, Ars et Licia et tous les autres, tous ces personnages que nous suivons, ce ne sont pas juste des pions sur un échiquier politique. Ce sont des enfants jetés trop tôt dans un monde d'adultes, obligés de grandir vite, de faire des choix qu'ils ne devraient même pas connaître à leur âge. Ce qui rend cet animé si fort, c'est pas la magie ni même la guerre finalement, c'est cette impression qu'il n'y a jamais vraiment de bons moments pour être heureux ou de bons choix à prendre. Le déroulement des batailles peuvent s'arrêter à tout moment sur une erreur de calcul et que même quand tout semble se mettre en place, quelque chose manque. La pression d'avoir oublié un élément crucial dans la stratégie, voilà ce que raconte Tensei Kizoku. Nous sommes perpétuellement face à des choix qui se dessinent et que nous devons prendre durant notre vie, ces choix qui peuvent changer à tout jamais notre histoire, notre vie. On ne sait pas quel est le bon choix, mais on avance pour peut-être avoir la victoire au bout. Et peut-être que c'est aussi ce que raconte la vie. Merci et portez-vous bien.